Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Relance de l'économie, rénovation des infrastructures ou encore amélioration des services publics. Les défis du nouveau gouvernement de coalition sont nombreux en Afrique du Sud. Pour le constituer, l'ANC a dû former des alliances après la perte de sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Plus de 9 millions d'électeurs appelés aux urnes le 15 juillet au Rwanda. Les citoyens éliront leur prochain président parmi 3 candidats. Un scrutin où la jeunesse occupera une place importante puisqu'elle représente environ 42% de l'électorat. Et puis le début en Côte d'Ivoire du repos biologique. Les autorités ont fait fermer dès le 1er juillet plusieurs plans d'eau. Les acteurs de la pêche artisanale et industrielle sont concernés par cette mesure. Mais tout d'abord, la colère des citoyens ne faiblit pas au Kenya. De nouvelles manifestations étaient prévues ce mardi 2 juillet. À Nairobi, des centaines de personnes se sont rassemblées pour protester contre le gouvernement du président William Ruto. Un rassemblement dispersé par la police à coups de gaz lacrymogène. Si les Kenyans ont obtenu gain de cause avec le retrait du projet de loi de finances, ils semblent vouloir aller plus loin. Certains demandent le départ du chef de l'État. Le dirigeant kenyan avait, rappelons-le, annoncé le retrait de ce texte après la mobilisation du 25 juin. Mobilisation sévèrement réprimée par les forces de l'ordre. L'agence kenyane de protection des droits humains évoque un lourd bilan de 39 morts depuis le début des contestations. Un bilan bien plus important que celui évoqué par le président qui a fait état de 19 morts. Il a par ailleurs défendu la police, estimant qu'elle a fait de son mieux pour maintenir l'ordre public. Après d'intenses négociations, le gouvernement d'union nationale voit enfin le jour en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a dévoilé le 30 juin sa composition. Pour le constituer, le Congrès national africain a dû nouer des accords avec différentes formations politiques, notamment avec le premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique, qui prend la tête du ministère de l'Intérieur, Pauline Minka. Comme annoncé le 30 juin 2024 à Johannesburg, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le leader de l'Alliance démocratique John Steenhuisen se sont engagés à travailler ensemble pour le développement du pays et le bien-être de la population sud-africaine. Le nouveau gouvernement d'union nationale est confronté à une série de défis, notamment la relance d'une économie en difficulté, la rénovation d'infrastructures essentielles en déclin et l'amélioration des services publics de première nécessité. La situation économique précaire de l'Afrique du Sud nécessite des mesures urgentes pour stimuler la croissance, attirer les investissements et créer des emplois. Le fait que l'opposition participe à la politique intérieure, cela va créer une relative pression et éviter en tout cas à ce qu'il y ait une mainmise totale par l'ANC. Et c'est en cela que on peut y voir des ressorts relativement positifs. Le pays d'Afrique australe présente l'un des taux d'inégalité de chômage les plus élevés au monde, qui s'élève officiellement à 32% pour l'ensemble du pays et à 45% pour les jeunes de 15 à 34 ans. Le pays connaît également un taux de criminalité extrêmement élevé et des services publics défaillants, illustrés par des coupures d'électricité à l'échelle nationale qui ont atteint des niveaux records en 2023. Il faudra voir comment toutes ces personnes vont travailler ensemble et est-ce qu'ils vont réussir à parvenir à ce qu'on appelle l'intérêt général et notamment les défis qui les attendent en matière d'électricité, en matière d'employabilité et au niveau de l'économie. Pour rappel, le président Cyril Ramaphosa a annoncé la composition de son nouveau gouvernement et l'opposition a reçu 12 des 32 portefeuilles après des négociations. Pour certains experts, les divergences idéologiques entre les différentes parties de la coalition pourraient entraver la mise en œuvre des réformes indispensables. Mohamed Ould Ghazouani conserve le fauteuil présidentiel en Mauritanie. Le chef de l'État a été réélu dès le premier tour avec 56,12% selon les résultats provisoires délivrés par la CENI. Pour ce deuxième mandat, le dirigeant s'engage à favoriser le dialogue avec toutes les formations politiques. Nathalie Mou. Réélu dès le premier tour de la présidentielle, le chef de l'État mauritanien Mohamed
Ould Ghazouani place son second mandat sous le sceau d'une Mauritanie démocratique et sécurisée. Le 1er juillet 2024, la Commission électorale nationale indépendante a donné le président Ould Ghazouani pour vainqueur du scrutin avec 56,12% des suffrages valablement exprimés. Le dirigeant mauritanien s'est engagé à maintenir le dialogue politique avec l'opposition et à promouvoir l'inclusion. En tant que président, je m'engage à être le président de tous les Mauritaniens sans distinction ni discrimination. Je continuerai à adopter une politique de main tendue et à encourager la coalition, la concertation et le dialogue avec tous les partis politiques dans l'intérêt supérieur du pays tout en respectant les exigences et les objectifs du programme pour le peuple mauritanien. Le taux de participation à l'élection présidentielle s'est situé à 55,39% en Mauritanie. L'électorat a accordé 22,10% des votes au candidat d'opposition Biramda Abeid, arrivé deuxième selon les résultats officiels publiés par la CENI. L'opposant dénonce l'instrumentalisation de l'organe électoral par le pouvoir. Pour lui, la victoire du président Ould Ghazouani est illégitime et les résultats du vote sont une marque de violation des principes démocratiques. Ses partisans ont rejeté le verdict des urnes, organisant des manifestations dans la capitale Nouakchott. Dans l'une des pires images de la dictature politique, de la violation des principes démocratiques et d'un coup d'État sur les choix du peuple, nous avons regardé la déclaration du ministre de l'Intérieur hier soir entouré des forces de sécurité et de l'armée nationale usant de méthodes d'intimidation qui visent à saper la démocratie. La mission d'observation électorale de la communauté des États sahélo-sahariens a salué le climat apaisé qui a entouré la tenue du scrutin. L'organisme régional a recommandé le respect du code électoral dans la poursuite du processus. Face aux réactions d'une partie de l'opposition à la suite du vote, les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle qui doit promulguer les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 29 juin. Et sachez que l'internet mobile a été coupé à Nouakchott, la capitale où des échauffourées liées à la contestation des résultats du vote sont survenus ce lundi soir après leur annonce. L'actualité, c'est aussi l'assassinat au Mali d'Ismail Ag Aramat. L'un des chefs politiques et militaires du mouvement pour le salut de l'Azawad a été tué ce lundi à Gao, situé dans la région du même nom, à l'est. Il était aussi un allié du pouvoir malien. À qui imputer cet assassinat ? Si le mouvement évoque des agresseurs non identifiés, certains suspectent l'État islamique au Sahel contre qui le MSA a mené plusieurs opérations en coopération avec l'armée malienne. Le mouvement avait d'ailleurs joué un rôle déterminant dans l'élimination en avril dernier d'Abou Ouzeifa, commandant de l'EIS. Plus que quelques jours avant l'élection présidentielle au Rwanda, le 15 juillet prochain, plus de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Dans ce lot figure un nombre important de jeunes qui représentent environ 42% de l'électorat. Ils auront le choix entre 3 candidats, dont le président sortant Paul Kagame. Nathalie Mou. Le vote des jeunes sera déterminant lors des élections générales du 15 juillet 2024 au Rwanda. Cette frange de la population représente 42% de l'électorat du pays, ont révélé des données de la Commission électorale nationale le 29 juin 2024. Le Rwanda compte ainsi 9,7 millions d'électeurs, soit près de 5 millions d'électeurs jeunes. Dans la diaspora, les jeunes représentent 22% des 77 138 électeurs inscrits. En ce qui concerne la participation, je suis sûr que les jeunes ont commencé à comprendre et y sont engagés parce que je connais certains jeunes qui ont fait un pas en avant et se sont dit « Nous devons nous lancer dans cette démarche, nous avons besoin de faire entendre notre voix. » Ils font tout pour que ce soit possible. La voix des jeunes Rwandais se fera entendre dans les urnes et aussi dans la prochaine législature. En effet, le code électoral réserve 2 sièges exclusifs à des députés jeunes qui seront choisis par des collèges et comités électoraux le 16 juillet 2024. L'annexe soutient les campagnes pour les députés représentant la jeunesse sur les réseaux sociaux et les radios communautaires.
Les jeunes doivent tirer parti de l'ère numérique dans laquelle nous nous trouvons pour s'informer sur ce qui se passe, car tout est disponible en ligne. Le gouvernement a essayé de faire tout son possible pour s'assurer que les jeunes soient connectés. Nous avons même la possibilité d'accéder à certaines plateformes où nous pouvons rencontrer les dirigeants et échanger sur certains programmes destinés aux jeunes. Toutes ces choses sont des opportunités offertes pour que les jeunes saisissent les aspects politiques de leur nation. Depuis les élections de 2018, le nombre de candidats pour les sièges de représentation des jeunes a augmenté. Il y a aujourd'hui 31 candidats confirmés, dont 8 femmes et 23 hommes, contre 26 en 2018. L'organe électoral national estime que 2 millions d'électeurs voteront pour la première fois au Rwanda. Ce double scrutin, qui est le premier de l'histoire du pays, sera organisé dans 2591 bureaux de vote sur le territoire ainsi qu'à l'étranger. Le repos biologique a débuté en Côte d'Ivoire, une mesure mise en œuvre pour la 2e année consécutive en vue de protéger les ressources halieutiques et augmenter la production de poissons. Depuis ce 1er juillet, plusieurs plans d'eau sont donc fermés. Une fermeture qui concerne la pêche industrielle et artisanale. Les précisions de Esther Conan. En Côte d'Ivoire, les amateurs de poissons et autres produits de la mer devront prendre leur mal en patience. La pêche est temporairement interdite sur plusieurs étendues d'eau de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, a annoncé la fermeture de plusieurs plans d'eau du 1er juillet au 31 août 2024 pour le 2e repos biologique. Cette décision est motivée par une baisse continue de 34,1% de la production nationale des poissons extraits du milieu marin et des plans d'eau continentaux en 2016 et 2020. Pour une reconstitution intégrale du patrimoine halieutique national, le repos biologique doit s'appliquer progressivement sur l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau de la Côte d'Ivoire. C'est à juste titre que la feuille de route 2024 du gouvernement prévoit l'extension de cette mesure outre le milieu marin à certains plans d'eau tels que les lagunes Abi, Grand Laou et les lacs Ossou et de Bureau. Ce repos biologique sera mis en œuvre sur 2 zones A et B conformément à l'hydrographie du pays et de façon progressive. La première zone, comprenant la lagune Abi et celle de Grand Laou, a été fermée du 1er juillet au 31 août 2024. Quant à la deuxième zone, qui inclut les lacs Ossou et Bio, elle sera fermée du 1er septembre au 31 octobre, soit pendant 2 mois. Cette décision fait suite aux résultats positifs obtenus grâce au repos biologique de 2023. Cette mesure est nécessaire en vue de garantir les emplois et améliorer les productions dans le secteur de la pêche. Le suivi des embarcations de septembre à novembre 2023 pour l'ensemble de la flottille industrielle indique une production de 5 311 tonnes contre 4 422 tonnes sur la même période en 2022. Selon les autorités ivoiriennes, le repos biologique devrait permettre d'atteindre une production de 84 000 tonnes dès la fin 2025 et 127 000 tonnes d'ici la fin 2027 contre une capture de référence de 55 522 tonnes en 2022. Le théâtre pour caricaturer la société. En Centrafrique, les perroquets de Bangui emploient ce mode opératoire pour éveiller les consciences. Une marque de fabrique qui leur a permis de gagner en notoriété. La troupe de 3 comédiens avait participé en 2021 au Mondial de théâtre de Monaco, où elle avait remporté le prix du meilleur spectacle. Reportage de notre correspondant Séverin Douqueux. Sur scène, ils créent comme un chahut intelligible autour de sujets inhérents à la vie dans leur pays, la Centrafrique. Comme des perroquets, Évariste et Gervais de la troupe théâtrale Les Perroquets de Bangui ont comme un don pour traduire en humour les mots, tares, comportements, réussites et échecs de l'environnement dans lequel ils vivent. Une caricature qui, de leur avis, vise à attirer l'attention et d'éveiller les consciences africaines. Comme le nom indique de la compagnie, nous sommes de la compagnie théâtrale Les Perroquets de Bangui. D'abord, le perroquet que vous le connaissez très bien. Le perroquet, c'est un oiseau qui regarde, qui observe, qui dénonce
Et à travers ce que nous faisons, à travers nos humours, nous on est en train de véhiculer des messages pour que nous les Africains, nous arrivons à prendre en main notre destinée. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc dans les humours, comme vous savez aussi, tout est théâtralité au fait, tout est théâtralité. Donc nous, on utilise ce canal-là pour véhiculer des messages pour que l'Afrique puisse changer un jour. Gervais, humoriste, et Évariste, enseignants de lycée, ont fait de la comédie leur gagne-pain. En plus de leur répertoire humoristique très riche, ils réalisent aussi des pièces didactiques pour les institutions. En 2019, par exemple, la troupe a été mise à contribution dans la réalisation d'une comédie didactique pour la sensibilisation contre le coronavirus. Et nous, on ne fait que du théâtre notre métier. Ça, c'est notre métier. On ne vit que du théâtre. Donc voilà, si on nous donne le travail, on respecte. Nous nous respectons nous-mêmes, on respecte le travail et voilà, on respecte aussi les autorités, on respecte aussi nos publics. Notre objectif, c'est de sensibiliser, conscientiser la population, non seulement les membres du gouvernement, la population tout entière, pour que nous-mêmes, nous on arrive, parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que nous, notre objectif, c'est de faire changer un jour l'Afrique. Attention, distance de 1 mètre avec... 36 ans que la compagnie théâtrale Les Perroquets de Bangui travaille à peaufiner leur art au service d'une audience toujours plus grande. Elle s'est assurée au fil du temps de la notoriété qui s'est traduite notamment par sa participation à Monaco en 2021 au Mondial de théâtre amateur où elle s'est adjugée le prix du meilleur spectacle ou encore à l'Afrique a un incroyable talent en 2017 en terminant vice-championne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur Africa 24.